Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un expert incontournable en nutrition et en santé cardio-métabolique, le docteur Jean-Philippe Drouin-Chartier. Jean-Philippe est nutritionniste et professeur agrégé à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Il est aussi chercheur au Centre Nutrition, Santé et Société, Nutris, et directeur du thème de recherche alimentation, santé et bien-être à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF. Ses recherches se situent au carrefour de l'alimentation, de la pharmacologie et de la santé cardiovasculaire. Plus précisément, il s'intéresse à la manière dont notre alimentation influence non seulement la santé cardio-métabolique, mais aussi l'efficacité et l'usage des médicaments dans la prévention et le traitement de ces maladies. Il s'agit d'un sujet particulièrement pertinent à une époque où l'utilisation de médicaments à des fins préventives est en constante progression, et c'est exactement ce dont il va nous parler aujourd'hui. Bonne écoute. La présentation d'aujourd'hui là, est intitulée Prévention des maladies cardiovasculaires, atteindre une réelle complémentarité entre l'alimentation et la médication. Et donc, sans plus attendre, là, tout d'abord, je déclare que j'ai obtenu des subventions de recherche des producteurs laitiers du Canada et de la Fondation de la famille Weston, aussi des honoraires de conférencier et de consultation des producteurs laitiers du Canada. Mais aucune de ces subventions ou de ces implications-là là, concerne les travaux que je vais vous présenter là, aujourd'hui. Si on fait un petit survol de ce qui s'est passé dans les 25 dernières années au Québec en termes de prévention de qualité nutritionnelle, mais qu'est-ce qu'on observe? C'est que la qualité nutritionnelle a légèrement augmenté, mais ça demeure sous-optimal. Il y a beaucoup de données en appui à ça. Quand on regarde, par exemple, quand on mesure la qualité de l'alimentation selon un score là, qui s'appelle Alternate Healthy Eating Index, qui met de l'avant les aliments les plus cardioprotecteurs, euh, comme consommation de fruits et légumes abondantes et compagnie, eh bien, quand on compare entre 2004 et 2015, qui sont les dates de l'enquête avec un volet nutrition sur la santé des collectivités des Canadiens et Canadiennes, eh bien, le score est autour de 36-37 puis ça a augmenté de 1,6 au Québec. Plus le score est élevé, mieux que c'est. Puis pour l'augmentation de 1,6 le Québec est l'avant-dernière province à ce niveau-là, au niveau de l'augmentation de la progression. Les aliments ultra-transformés dans l'alimentation des Québécois et des Canadiens sont très présents, autour de 50 de l'apport énergétique total. Quand on regarde le niveau d'adhésion au présent guide alimentaire canadien, on tourne autour de 55 mais encore là, plus que c'est élevé, mieux que c'est. Puis, étant dans le milieu académique, on demeure au-dessous de la note de passage usuelle de 60. Donc, il y a vraiment beaucoup de place à amélioration. Quand on regarde en parallèle aussi au Québec depuis 25 ans, ben, l'utilisation de la médication préventive, que vous avez ici des données de RAMQ par année qui montrent le nombre de personnes là, qui sont couvertes, qui utilisent un médicament couvert par la RAMQ, que ce soit pour le cholestérol, l'hypertension ou le diabète. Quand on regarde les données là, au niveau de la RAMQ, c'est un tiers des personnes couvertes par la RAMQ euh, qui utilisent une statine, puis aussi un tiers des personnes qui utilisent un antihypertenseur, à quel point ces deux statistiques-là se chevauchent. Ça n'a pas été documenté, mais il reste que c'est très présent, c'est très utilisé. Par contre, au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires, bon, il y a une certaine diminution légère dans l'incidence, mais quand on regarde les statistiques, c'est assez préoccupant. Des données qui montrent que moins de 25 des adultes qui ont une dyslipidémie, puis qui utilisent un médicament, ont des niveaux de lipides qui rencontrent les cibles recommandées. En 2007 et 2017, la prévalence d'adultes avec une hypertension traitée a diminué de 10 alors que la prévalence d'adultes avec hypertension adéquatement traitée a aussi baissé de 11. Donc, on dirait qu'au niveau de la surveillance, du traitement de la pression artérielle, il y a quelques enjeux. Le nombre de personnes qui vivent avec une maladie cardiovasculaire a augmenté de 25 et actuellement, c'est 16 des dépenses pharmaceutiques là, publiques qui sont pour les médicaments cardiovasculaires. Donc, le fardeau est là en termes de santé, le fardeau économique, ça continue de progresser. Donc, moi, la question que je me pose, c'est bon, la qualité de l'alimentation ne bouge pas trop. On utilise beaucoup de médicaments, puis on voit comme très peu
de, 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 de bénéfices au niveau populationnel ou c'est assez marginal? Donc, est-ce que la relation alimentation-médicament pourrait être en cause? Donc, nous, dans ces travaux-là, on a utilisé, je vais vous présenter quelques travaux qu'on a réalisés là, dans les dernières années. On a utilisé les données de la cohorte Carthagène, qui est la cohorte populationnelle du Québec. Carthagène, là, c'est 43 000 personnes qui ont été recrutées là, en 2009 et 2010 partout au Québec. Les personnes avaient 40 à 69 ans là, quand ils ont été recrutées. Euh, il y a environ 10 000 participants là, qui ont complété un questionnaire de fréquence alimentaire. Donc, on a pu caractériser leur alimentation. Puis nous, c'est vraiment dans ce sous-groupe-là de personnes là, qu'on est allé travailler. Dans le fond, tous les participants là, dans Carthagène, quand ils ont été recrutés, dans la collecte de données, ils ont fourni des échantillons sanguins où que leur niveau de lipides ont été mesurés. Il y a eu une mesure de pression artérielle, des mesures anthropométriques, puis toute une caractérisation socio-démographique. Les médicaments étaient listés et compagnie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Puis, l'ensemble, là, il est possible aussi de lier l'ensemble des données qui ont été collectées dans le cadre de cette courte-là, aussi aux données administratives euh, de la RAMQ et les bases de données administratives de suivi en santé là, pour le suivi des maladies et des médicaments notamment. Donc, on s'est d'abord posé la question, là, chez les personnes qui ont un syndrome métabolique, qui est une condition à risque de maladie cardiovasculaire, là, qui est de plus en plus reconnue comme pouvant être indiquée pour une statine, est-ce qu'il y a une différence dans l'alimentation chez ceux qui utilisent une statine comparativement chez ceux qui n'utilisent pas une statine? Donc, dans cette étude-là, on avait près de 2500 personnes là, de la cohorte Carthagène qui étaient inclus. Tout le monde avait un syndrome métabolique, donc une condition relativement similaire. 2000 personnes n'utilisaient pas de statine, puis environ là, 460 en utilisaient une. Bon, il y avait des différences au niveau de l'âge entre les participants selon l'utilisation des statines. Un petit peu plus d'hommes aussi utilisaient les statines comparativement aux femmes. Et le statut tabagique était euh, relativement similaire là, avec une majorité d'anciens fumeurs là, dans les deux groupes. Euh, donc, c'était des groupes relativement similaires, excepté de l'âge, mais toutes les différences qu'on a observées, ben, dans nos analyses, là, on les a contrôlées statistiquement. Qu'est-ce qu'on a observé? Principalement, là, quand on a comparé la qualité de l'alimentation, on a utilisé le score HI, que je vous ai mentionné au tout début de la présentation, qui reflète, là, plus qui est élevé, plus que c'est associé à une diminution du risque cardiovasculaire. Et en fait, on a observé une qualité nutritionnelle légèrement plus faible chez les personnes utilisant une statine. Une différence d'1,2 points. Donc, c'est plus faible. Donc, pour moi, c'est préoccupant. Et au niveau de l'amplitude, là, on va en discuter dans les prochaines slides. Puis cette différence-là était causée notamment par un apport plus faible en légumes et en grains entiers, qui sont des aliments qu'on connaît cardioprotecteurs. C'est intéressant à savoir, on s'est questionné après ça à savoir s'il y avait des différences particulières dans certains sous-groupes. La différence était particulièrement observée chez les hommes, où la différence dans la qualité nutritionnelle atteignait presque 2 points selon l'usage des statines. Les personnes aussi plus vieilles, les hommes de plus de 50 ans, les femmes de plus de 60 ans présentaient aussi cette différence-là de façon plus marquée. Et les personnes avec un statut, avec un revenu plus faible aussi présentaient cette différence. Et finalement, le dernier groupe qui avait une différence d'intérêt, c'était chez ceux qui avaient, en plus de la statine, présentaient une pression artérielle élevée. Donc, ce qu'on a observé dans cette première étude-là, différence de 1,2 dans le score HEI chez les personnes qui utilisent une statine. Les différences étaient particulièrement marquées en 4 groupes, principalement des hommes, des personnes avec de l'hypertension, des personnes à plus faible revenu, des personnes plus vieilles. À ce niveau-là, ces caractéristiques-là sont quand même, les hommes, personnes à faible revenu, personnes plus vieilles, c'est quand même des caractéristiques qui sont connues comme étant des déterminants de la qualité nutritionnelle, des déterminants plus sociaux. Et ça montre que l'usage de la statine, encore là, particulièrement dans ces populations-là, paraissait problématique au niveau de la qualité nutritionnelle. Bon, 1,2 effectivement, c'est pas une grande différence quand on regarde à l'échelle de la cohorte. Par contre, c'est quand même intéressant de faire le parallèle avec la différence dans le même score entre 2004 et 2015, pardon, il y a une erreur, c'est pas 2018, qui était de plus de 1,6 En environ 10 ans au Québec, la qualité nutritionnelle s'est améliorée de 1,6 dans la population avec toutes les
campagne de promotion et compagnie. Donc, effet plutôt marginal là. Et puis, l'effet est à peu près similaire au niveau de l'usage de la statine. Donc, est-ce que la statine, ce simple médicament-là, son usage peut renverser les efforts de promotion de la saine alimentation? Ben, c'est quand même intéressant de pouvoir faire ce parallèle-là là, dans le contexte ici. Il faut aussi garder en tête que, bon, différence au niveau de l'alimentation n'est pas marquée, mais les personnes qui utilisent les statines, certainement, sont davantage protégées de par le médicament, mais il faut garder en tête aussi que l'adhésion à long terme aux médicaments cardiopréventifs, c'est loin d'être optimal dans la population. Vous avez ici là, des données de l'INES qui montrent la proportion de nouveaux utilisateurs puis leur adhésion à l'utilisation d'une statine dans les 5 premières années qu'ils l'utilisent là, à partir de 2010. Puis on peut voir là, que des personnes qui sont considérées comme adhérentes, donc qui ont en leur possession 80% du temps suffisamment de médicaments, eh bien, ça baisse à 50% après 5 ans. Proportion de partiellement adhérents, c'est environ un tiers des personnes qui vont être considérées comme partiellement adhérents. Les non-adhérents, ça monte jusqu'à 15-16% après 5 ans. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Oui, l'utilisation de médicaments, c'est très efficace, c'est très important, mais l'adhésion, autant au niveau de l'adhésion demeure un enjeu qu'il faut garder en tête. On a fait un travail similaire au niveau de la gestion de la pression artérielle chez encore dans la cohorte carthagène. On a sélectionné les adultes avec hypertension associée au syndrome métabolique. Donc, on avait 915 personnes dans notre étude. Toutes les personnes avaient rapporté avoir de l'hypertension, donc ils étaient au courant de leurs conditions. On a bien pris soin d'appliquer ce critère-là parce que fort possible que dans la cohorte carthagène, il y a des personnes qui ont possiblement détecté une hypertension au moment qu'ils ont complété les évaluations et tout ça, et donc on voulait se protéger contre ce biais-là. Qu'est-ce qu'on a observé? Là, on a comparé l'alimentation selon le score DASH. Le score DASH, c'est un score qui reflète l'adhésion au principe de la diète DASH, le Dietary Approach to Stop Hypertension. Au principe, encore là, on met de l'avant les végétaux, certains accents sur les produits laitiers, notamment pour la relation avec la pression artérielle. Bref, peu importe le nombre de médicaments utilisés pour traiter l'hypertension, mais il n'y avait aucune différence dans l'alimentation. Donc là, encore là, complémentarité entre les approches, hein, dans toutes les guidelines, on recommande d'agir sur un mode de vie, sur l'alimentation, puis après, et l'utilisation des médicaments en même temps. Complémentarité, ben, on ne l'observe pas là. On observe plutôt un genre de substitution ou une compensation via l'usage des médicaments. Au niveau de la pression artérielle, on a encore là fait des sous-groupes, des analyses de sous-groupes. On avait un portrait un petit peu différent comparativement aux statines. On a observé que la relation inverse entre la qualité nutritionnelle et le nombre de médicaments utilisés était plus forte chez les personnes plus faibles, puis les personnes plus jeunes et les personnes à plus faible risque de maladie cardiovasculaire. Comme quoi, peut-être la perception du risque, une personne est plus jeune, peut-être potentiellement moins important d'être très agressif au niveau de l'alimentation puis de l'usage des médicaments en même temps. Peut-être un certain biais là, dans la perception du risque qui fait en sorte que, ultimement, l'intensité de la médication et la qualité nutritionnelle sont inversement associées. Finalement, notre dernière analyse à ce niveau-là était au niveau des adultes avec le diabète type 2, toujours dans le carthagène. Le constat est le même. Vous avez ici là, la différence dans un score qui met de l'avant les plantes, donc beaucoup de fibres et compagnie. Donc, c'est favorable à la gestion de la glycémie avec le type de thérapie pour le glucose. Et il n'y avait pas de différence là, encore ici, qui montre encore un problème au niveau de la complémentarité et de l'adéquation dans les approches. Ce qui est intéressant de voir particulièrement dans cette étude-là, c'est que l'intensité de la médication pour le glucose était par contre positivement associée avec les niveaux d'hémoglobine glyquée. On voit que les personnes qui avaient une polythérapie orale ou qui utilisaient de l'insuline avaient une hémoglobine glyquée plus élevée que ceux qui avaient une monothérapie orale ou pas de médicament, ou n'utilisaient pas de médicaments. Puis quand on a fait de l'analyse sur la même relation, le score HPDI, le score de qualité nutritionnelle, puis l'hémoglobine glyquée, on voyait une relation inverse. Donc là, on voit bien que ça se transpose, cet enjeu-là de complémentarité se transpose dans la qualité du contrôle ici du diabète.
Même idée au niveau des analyses similaires. On a encore vu que les personnes plus jeunes étaient présentaient là, cette relation-là inverse entre la qualité nutritionnelle et l'intensité du médicament de façon, cette relation-là, en fait, était négative et plus forte. Et donc, encore là, l'enjeu, est-ce que c'est la perception du risque, de l'importance de gérer? Bref, il y a différentes hypothèses qui peuvent être émises à ce niveau-là, mais il y a quand même encore là, on observe des sous-groupes pour qui c'était particulièrement problématique. Euh, donc là, dans les premières études que je vous ai présentées, on faisait vraiment simplement la comparaison. Bon, on utilise un médicament, on le met ou pas, on le met en relation avec la qualité nutritionnelle ou on grade l'intensité du médicament puis on le met en relation avec la qualité nutritionnelle. Mais, et donc, ça offre une certaine perspective, mais aussi, nous, force de faire ces travaux-là, on est venu à se dire, bon, ben, ultimement, hein, c'est important de prendre les médicaments, il faut adhérer à sa médication chez les personnes qui les médicaments sont indiqués. Et la saine alimentation, c'est aussi un comportement qu'on peut considérer comme un comportement d'adhésion. Hein. On doit adhérer favorablement aux recommandations nutritionnelles pour être, euh, pour bénéficier là, des effets de l'alimentation sur la prévention des maladies du cœur. Et on sait notamment par la littérature que les femmes ont tendance à mieux adhérer aux recommandations nutritionnelles que les hommes. Par contre, au niveau de l'adhésion à la médication, surtout préventive, comme des statines, des antihypertenseurs et compagnie, ben, les hommes ont tendance à avoir une meilleure adhésion à la médication. Ça note certaines différences de genre. Hein. Euh, Certaines propositions suggèrent que les femmes ont tendance à préférer les approches basées sur le mode de vie comparativement aux approches médicaments. Et pour les hommes, la raison derrière cette différence-là serait la facilité perçue de l'utilisation des médicaments comparativement aux approches basées sur le mode de vie. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que on voit des associations entre l'adhésion à la médication et l'adhésion aux principes cardioprotecteurs alimentaires? Est-ce qu'on voit cette différence-là entre les hommes et les femmes? Et donc, on a utilisé encore là des données de Carthagène. Et dans Carthagène, l'alimentation, comment elle était évaluée? C'était à partir d'un questionnaire de fréquence alimentaire qui posait des questions sur les apports alimentaires en différents aliments moyens dans les 12 derniers mois. Donc, les questions portaient sur les 12 derniers mois. Donc, nous, on est allé, après ça, sélectionner les sujets qui ont rapporté qui avaient en fait soit des hypocholestérolémiens ou des antihypertenseurs couverts par la RAMQ pendant cette période de 12 mois pour ensuite mettre en relation l'adhésion aux principes nutritionnels sains pour le cœur et l'adhésion à la médication en relation. Pour évaluer l'adhésion à la médication, en fait, on s'est basé sur les données de la RAMQ et dans le fond, qu'est-ce on se base sur la disponibilité auprès de la personne pour évaluer son adhésion. Fait que si une personne va chercher à chaque 30 jours 30 jours de médicaments. Mettons ici, sur une période de 60 jours, il est allé chercher ses médicaments juste au moment où il n'y en avait plus pour un autre 30 jours. On va considérer pour ces 60 jours-là que cette personne-là est parfaitement adhérente parce qu'elle a 100% du temps les médicaments disponibles pour les prendre. Par exemple, si on compare avec la personne, le deuxième cas de figure où la personne avait 30 comprimés pour 30 jours, mais est allé chercher le deuxième, pour la deuxième fois après 45 jours. Donc, il y a 15 jours la personne n'avait pas les médicaments, donc elle est considérée adhérente à 75%. Donc, ça, c'est des approches, c'est-à-dire en pharmaco-épidémiologie, là, assez typiques. Donc, on a mis en relation le score de qualité nutritionnelle qui reflète l'adhésion au comportement sain avec l'adhésion à la médication. Tout ça abordé dans une perspective de différence de genre. Donc, on avait là 472 personnes dans notre étude, là, qui étaient toutes dans la soixantaine, ce qui est normal considérant qu'on travaillait avec des données de la RAMQ qui sont surtout principalement chez des personnes là, de plus de 65 ans. Et donc, on avait une proportion plus élevée de personnes avec un revenu annuel de moins de 50%. Les principaux programmes d'assurance que les personnes étaient couvertes dans l'étude étaient parce qu'ils avaient plus de 65 ans. Vous pouvez voir là, au niveau de la diversité des médicaments utilisés, là, c'était
c'était à peu près également réparti entre seulement les antihypertenseurs, seulement les médicaments pour le cholestérol ou les deux. Donc, qu'est-ce qu'on a observé en fait, c'est que chez les femmes, vous l'avez ici à gauche pour le score total, l'adhésion à la pharmacothérapie tendait à corréler positivement à l'adhésion au principe nutritionnel cardioprotecteur. Donc, les deux vont ensemble. Alors que chez les hommes, l'adhésion à la pharmacothérapie était inversement corrélée avec le niveau d'adhésion au principe nutritionnel cardioprotecteur. Donc, plus que l'adhésion au médicament est élevée, moins que la qualité nutritionnelle est élevée, elle était plus faible, et vice-versa, plus que la qualité nutritionnelle est élevée, moins que l'adhésion au médicament est élevée. On a exploré au niveau des sous-groupes, puis ça se passait surtout au niveau des différences, c'est surtout là, encore là dans des aliments là, connus comme étant cardioprotecteurs, les fruits, les grains entiers et compagnie. Tu allé explorer encore là, est-ce qu'il y a des sous-groupes particulièrement d'intérêt au niveau de cette relation-là? Ben, on a observé chez les hommes, en fait, là, que l'association, peu importe là, comment qu'on séparait les hommes dans la cohorte, elle demeurait négative entre l'adhésion à la médication et au principe nutritionnel cardioprotecteur. Il y avait certains sous-groupes où l'association tendait à être plus forte. Vous avez ici, par exemple, là, chez ceux qui n'ont jamais fumé, encore là, peut-être que la perception au niveau du risque potentiel de maladie cardiovasculaire. Bref, mais il n'y avait pas de différence marquée ou marquante là, au niveau des hommes. Chez les femmes, c'est intéressant de voir que l'association positive, comme on le souhaite, en fait, hein, que les personnes prennent bien leurs médicaments et consomment une saine alimentation, était particulièrement plus forte chez les profils plus à risque. Donc, les personnes avec, par exemple, un IMC à plus de 30 kg par mètre carré, ou par exemple, les personnes qui utilisaient 3 médicaments ou plus, cette association-là était particulièrement forte. Donc, encore là, on dirait que peut-être potentiellement une hypothèse que nous, on a émise est que la perception du risque joue de façon différente chez les hommes et chez les femmes. Quand le risque est considéré faible, chez les hommes, on dirait qu'il y a une tendance à cette substitution-là, alors que chez les femmes, quand le risque est peut-être considéré plus élevé, et bien là, ça a renforcé l'idée d'agir de façon complémentaire entre l'alimentation et les médicaments. Donc, est-ce que l'utilisation d'une médication influence l'alimentation? Moi, selon nos données, je pense que oui. Donc, il y a probablement une influence comportementale à ce niveau-là. Puis dans toutes nos analyses, en fait, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'on a observé une complémentarité réellement sous-optimale là, entre l'alimentation et la médication. C'était particulièrement présent chez les hommes, les personnes plus vieilles, les personnes à plus faible revenu et les personnes qui présentent différentes conditions combinées. Là, c'est écrit avec hypertension, mais ça devrait être plutôt ceux qui présentaient hypertension et, par exemple, dyslipidémie en même temps. Donc, c'est particulièrement, pour moi, ces caractéristiques-là sont importantes à prendre en compte dans nos actions de promotion de la saine alimentation, puis des actions cliniques, de recommandations, puis aussi d'accès aux professionnels, particulièrement pour ces sous-groupes-là qui sont les plus à risque, là, on pourrait dire, de complémentarité sous-optimale. Ça, c'était nos données qu'on a générées à partir de données du Québec, mais est-ce que la situation au Québec est la même qu'ailleurs dans le monde? Eh bien, le constat est assez similaire, oui, ailleurs dans le monde. Vous avez ici des données issues de l'enquête nationale sur la santé des Américains dans la première décennie des années 2000, donc de 1999 à 2010. Vous avez les utilisateurs de statine ici et les non-utilisateurs, c'est les petits carrés. Vous avez à gauche l'apport calorique et à droite l'apport en gras totaux. Bon, c'est deux mesures très, on va dire, minimalistes de la qualité nutritionnelle. Mais qu'est-ce qu'on voit? On constate le même patron entre les deux, c'est que au début des années 2000, les personnes qui utilisaient des statines avaient tendance à consommer moins de calories, moins de gras que les personnes qui n'utilisaient pas de statine, mais que ça s'est effrité au fil du temps pour redevenir égal au niveau des années 2010. Donc, les courbes sont différentes selon l'utilisation des statines. Vous avez ici des données d'une cohorte finlandaise, donc 41 000 personnes qui ont mis en relation l'initiation d'un antihypertenseur ou de médicaments pour les lipides avec certaines habitudes de vie. Ce qui est intéressant de voir dans cette cohorte-là, c'est que
suite à l'initiation d'un de ces deux types de médicaments-là, la consommation d'alcool et le nombre de cigarettes fumées par jour diminuait, ce qui est souhaitable. Par contre, le niveau d'activité physique diminuait aussi et au final, l'indice de masse corporelle augmentait dans le temps. Donc, on peut voir certains comportements qu'on sait qui sont défavorables pour la santé, soit la consommation d'alcool, le tabagisme. Évidemment, chez les personnes qui vont consommer beaucoup ou fumer beaucoup, on veut que ça diminue. C'est ce qu'on observait. Par contre, ça va dans l'activité physique qui est tout aussi favorable pour la prévention des maladies cardiovasculaires diminuait autant. Et donc, on voit qu'il y a encore là un enjeu d'adéquation dans les différentes approches comportementales en lien avec la prévention pharmacologique des maladies cardiovasculaires. Finalement, une dernière étude là, prospective là, qui ont mis en relation les changements dans les habitudes de vie et l'initiation de la médication. Celle-là a été faite au Danemark et c'est la seule, en fait, qui montre une complémentarité des changements favorables dans les habitudes de vie suite à l'initiation des médicaments, que ce soit au niveau des antihypertenseurs, des médicaments pour le cholestérol. Là, on voit que les habitudes nutritionnelles ont tendance à s'améliorer, alors que ici, l'activité physique et les habitudes nutritionnelles aussi ont tendance à s'améliorer. Est-ce qu'au Danemark, les approches préventives, la prise en charge des maladies cardio-métaboliques est différente, significativement différente, il y a plus d'accès, d'emphase mise sur les habitudes nutritionnelles, l'activité physique? Je n'ai pas la réponse, mais potentiellement, mais chose certaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais il y a quelque chose qu'ils font qui fonctionne bien, certainement pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Au final, est-ce que tout ça, ça dérange? Moi, je pense que oui, parce que notamment, je pense que c'est important de reconnaître que le potentiel cardioprotecteur de l'alimentation, qui est non négligeable. Vous avez ici une slide là, sur les principaux résultats de l'étude Prédimed sur l'effet de la diète méditerranéenne sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Près de 30 de réduction du risque de maladies cardiovasculaires avec la diète méditerranéenne comparativement à une diète contrôle. C'est essentiellement l'effet d'un médicament pour le cholestérol de la pression artérielle sur le risque. C'est tout autant efficace. Vous avez ici une étude, l'étude Portfolio qui avait comparé la diète Portfolio, une diète riche en végétaux, à une statine de première génération sur les niveaux de cholestérol LDL, le ratio LDL-HDL, la protéine C-réactive. Les effets sont similaires entre la diète et le médicament. Vous l'avez ici pour les lipides. Pour la pression artérielle aussi, ça a été bien démontré via notamment l'étude DASH, mais aussi on peut dire des spin-offs de l'étude DASH, qui ont eu des comparaisons vraiment au niveau de l'effet de la réduction du sodium ou de l'adhésion à une diète de style DASH sur la pression comparativement à différentes classes de médicaments. C'est comparable. Donc, on peut avoir des bénéfices qui sont comparables en faisant les deux. Mais je ne dis pas ça pour diminuer l'importance des médicaments. Ils sont très importants, mais c'est surtout pour recadrer que l'alimentation est tout aussi efficace. Vous avez ici d'autres données qui montrent d'autres études qui ont montré que quand on intervient sur le mode de vie, notamment dans la pression artérielle, dans le diabète de type 2, on est capable de diminuer la charge médicamenteuse des personnes. Donc, ça aussi, c'est un effet important parce qu'en diminuant la charge médicamenteuse, mais on peut diminuer le risque d'effet indésirable, ce qui va favoriser aussi l'adhésion aux médicaments indirectement. Un grand défi, évidemment, c'est de changer l'alimentation de façon significative et durable. Toujours ça, la grande barrière, à mon avis, à cette complémentarité-là. Et ça, pour moi, ça relève de différents facteurs qui vont être individuels. Donc, comment que la personne perçoit son risque de maladie cardiovasculaire, comment qu'elle peut percevoir l'efficacité des médicaments versus la médication, comment prendre plusieurs médicaments peut devenir un fardeau pour la personne. Dans cette perception du risque-là, je pense qu'elle est tout aussi importante pour les professionnels de la santé, de la façon dont les différents professionnels là, qui vont interagir avec la personne, que ce soit la pharmacie, le médecin, le nutritionniste, comment que ce risque-là est perçu, est enseigné et les façons pour le réduire sont aussi discutées. Je pense aussi, quand on parle de professionnels, l'accès aux professionnels de la santé est vraiment essentiel.
Hein. Il faut faciliter l'accès, notamment aux services en nutrition. Les couvertures d'assurance, actuellement, à mon avis, sont insuffisantes pour vraiment faciliter l'accès en prévention à des services très importants qui sont. Puis, ultimement, il y a tous les environnements, hein, l'accès à des aliments sains, les campagnes de promotion de la santé, des villes qui favorisent l'activité physique, qui permettraient de faciliter cette complémentarité. Donc, tout ça, je vous ai présenté des données sur statine, antihypertenseurs, des médicaments, donc on peut dire euh, de première génération pour le diabète, mais là, il faut quand même reconnaître qu'il y a un nouveau paradigme qui prend ça. Les données que je vous ai montrées, ça suggérait beaucoup une influence comportementale entre l'utilisation d'un médicament et l'alimentation à la prévention du risque cardiovasculaire. La réalité actuellement, c'est que là, il y a une belle classe de médicaments, toutes les analogues du récepteur du GLP-1 comme l'Ozempic, le semaglutide, et les nouvelles molécules qui s'en viennent, qui vont être des combinaisons d'analogues, des trianalogues et compagnie, mais là, on a vraiment une influence biologique, on peut dire, du médicament sur l'alimentation. Si on prend le cas du sémaglutide, ben, ce médicament-là, il fonctionne bien pour diminuer dans le contrôle du diabète ou dans le contrôle du poids, notamment en agissant sur l'appétit. Le médicament va couper l'appétit, va augmenter les sensations de plénitude, et donc ça va diminuer la quantité de nourriture qui est consommée. Dans cette slide-là, vous voyez là, une différence d'à peu près entre ceux qui utilisent le médicament et ceux qui n'utilisent pas le médicament, d'à peu près 35 dans l'apport énergétique total. Donc, les personnes qui utilisent ce médicament-là mangent moins. Quand on mange moins, eh bien, on va avoir tendance à perdre du poids, vous le voyez ici. Tant qu'on utilise le médicament, quand on arrête, le poids va remonter. Quand on va utiliser le médicament, bien, par exemple, dans cette étude-là, ça a bien démontré que les personnes qui étaient prédiabétiques, qui utilisaient le médicament, perdaient du poids, et bien, le prédiabète s'effaçait le temps que le médicament était utilisé. Et quand le médicament était arrêté, eh bien, le prédiabète avait tendance à revenir. L'effet de ce médicament-là sur l'alimentation, ça peut être, il y a des aspects qui sont assez intéressants. On peut voir ici dans l'étude, quel est votre désir de manger des aliments sucrés, quel est votre désir de manger des aliments plus salés. Le désir était diminué. Donc ça évidemment, c'est intéressant parce que les aliments de faible qualité nutritionnelle sont souvent plus sucrés et ou plus salés. Par contre, la question 16 peut être peut-être potentiellement problématique. Où on observe que le désir de consommer des aliments, des produits laitiers était diminué. Pourquoi c'est potentiellement problématique? Eh bien, vers la fin de 2024, il y a cette étude-là qui a été publiée où on voit notamment, par exemple, que l'utilisation de sémaglutide augmente le PCTX, vous avez le nom à gauche, qui est en fait un marqueur de résorption osseuse. Donc, la résorption osseuse, ça veut dire que les os, la qualité des os se dégrade plus que la résorption est importante. Probablement, certainement, une part de l'effet sur la résorption osseuse qui est due à la perte de poids, mais je pense qu'on ne peut pas exclure notamment un effet de l'alimentation dans cette mécanique-là. Et en fait, ben, on ne sait pas l'effet du médicament sur la qualité nutritionnelle actuellement. Il faut garder en tête, puis je reviens avec ma slide numéro 1, où que l'usage de ces médicaments-là, qui est en explosion partout au Québec, au Canada, puis à travers le monde, se fait dans un contexte de qualité nutritionnelle largement sous-optimale. Hein? Je reviens avec les statistiques, là, si on se remet dans un contexte académique, on est certainement en situation d'échec total, avec des scores de qualité nutritionnelle qui varient entre 37 et 54 En plus de ça, outre la qualité globale de l'alimentation, au Canada, il y a des nutriments qui sont hautement à risque d'apport insuffisant chez les adultes canadiens avant la venue des médicaments qui affectent l'appétit. Calcium, vitamine D, potassium, fer et fibres sont des nutriments pour lesquels le risque d'apport insuffisant est très élevé dans la population canadienne de par la mauvaise qualité. Et donc, si on ajoute à ça le fait que les personnes vont moins manger, est-ce qu'on s'expose à un risque de déficience nutritionnelle? Est-ce qu'on s'expose à un risque de problèmes nutritionnels? Mais ça n'a pas été documenté. Donc, on regarde aussi, évidemment, l'utilisation des médicaments comme le sémaglutide
dans les recommandations, c'est bien indiqué de le faire avec un accompagnement au niveau de l'alimentation. Euh, Accompagnement professionnel en nutrition. Quand on regarde qu'il y a 60, quand on voit que juste couvert par la RAMQ, 75 000 nouveaux utilisateurs en 2024, malheureusement, je ne pense pas que le système et l'accès en nutrition actuellement permet de suivre 75 000 nouveaux clients potentiels pour des consultations en nutrition juste avec ce médicament-là. Puis là, ça, c'est juste chez ceux dont c'est remboursé par la RAMQ, ça exclut toutes les assurances privées. Donc, ça vient, tout ça, il y a une grosse vague qui arrive et je ne pense pas qu'on est actuellement organisé pour assurer une bonne complémentarité et une bonne gestion entre l'alimentation et l'utilisation de ce médicament-là là, euh, avec sa popularité. Je pense que moi, dans le futur, je vois un grand besoin d'études pour documenter les effets de ces médicaments-là, qui sont le semaglutide et les autres similaires qui vont être approuvés prochainement et qui s'en viennent sur l'alimentation dans sa globalité, qu'on parle de qualité, d'apport en aliments, d'apport en nutriments pour identifier les risques nutritionnels et bien les gérer par la suite. Et en plus de ça, je pense que toute la problématique d'adéquation dans les approches pharmacologiques et nutritionnelles, que ce soit avec les cas de figure que je vous ai présentés au niveau des statines, euh, des antihypertenseurs, et là, avec toute cette nouvelle classe de médicaments-là, ça souligne, peu importe qu'il y ait des risques ou pas nutritionnels, l'importance d'un accompagnement multiprofessionnel. Et ça, il faut une adaptation très importante, à mon avis, du système actuel parce qu'on ne peut pas répondre à la demande actuellement, notamment au niveau des services en nutrition. Donc, en conclusion, est-ce que l'utilisation d'une médication influence l'alimentation? Je pense que oui, il y a des influences, certainement des influences comportementales. Et là, avec les nouvelles molécules qui arrivent pour le traitement de l'obésité et du diabète, certainement encore plus à ça, on rajoute un effet biologique. Et donc, ça apporte des défis d'adéquation dans les équipes cliniques qui travaillent auprès de la population à risque de maladies cardiovasculaires. Il y a des défis. Il faut être vigilant au risque de substitution, de compensation. Il faut faciliter l'accès aux services en nutrition. Et donc, je vous remercie de votre attention. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis je tiens à remercier là, surtout les membres de mon équipe, notamment Amélie, Clémence et Lise qui ont fait là, les études dans Carthagène, les organismes subventionnaires et la SQLNM pour l'invitation. Donc, merci beaucoup.